Comment les anciens ont-ils déménagé les pierres plus lourdes que tout ce que nos machines peuvent soulever aujourd'hui? C'est la question qui secoue toujours les experts. Les Égyptiens se sont construits sur une échelle qui semble impossible. Des blocs pesant des centaines de tonnes, certains atteignant 700 tonnes, d'autres plus proches de 1000 tonnes, et un obélisque inachevé pesant environ 1170 tonnes. Nous comparons cela à aujourd'hui. Nos camions miniers sont les plus grandes machines en fonctionnement. Le Belaz 750 TSI en est un exemple. Il pèse 810 tonnes. Il peut transporter 410. C'est énorme. Ses roues sont plus hautes qu'un homme. Sa cabine a besoin d'escaliers pour grimper. Il a l'air imparable. Mais même ce géant ne fait pas. Il ne pouvait pas transporter les plus grands blocs égyptiens. Pas même proche. Regardez maintenant la statue de Ramessum. Il pesait environ 1000 tonnes. Sculpté à partir d'un seul morceau de pierre. Déplacé sur 1885 km. Pas de camion. Pas de grue. Pas de moteur. Pourtant cela a été fait. Et il perplexe les ingénieurs modernes. Ou considérez l'obélisque inachevé. 42 mètres de long. 1170 tonnes de granit. Toujours couché dans sa carrière. Il a craqué avant la fin. Les Égyptiens l'ont laissé derrière lui. Mais le plan était clair. Ils voulaient le soulever. Ils voulaient le déplacer. Comment? Cette partie est toujours manquante. Même les colossi de même nom soulèvent le même problème. 2 statues. Chaque 720 tonnes. Chacun sculpté à partir d'un seul bloc. Chacun à soulever debout dans la vallée des rois. Un morceau de pierre. Pas de coupure. Aucune pièce plus petite à rejoindre. Juste un ascenseur massif. Comment ont-ils réalisé cela? Un point à la main-d'œuvre. Des dizaines de milliers de travailleurs. Rampes construites avec de la boue et de la pierre. Cordes, traîneaux et patience. D'autres soutiennent que ce n'était pas suffisant. Les nombres ne s'additionnent pas. Le poids est encore trop élevé. Les outils encore trop faibles. La question demeure donc. Les Égyptiens étaient-ils des maîtres des méthodes que nous avons perdues? Connaissent-ils des techniques au-delà de nos manuels? Ou sous-estimons-nous les solutions simples? Même les ingénieurs d'aujourd'hui ne sont pas d'accord. Une chose est certaine, nos machines les plus puissantes ne peuvent pas répéter tous leurs exploits. Et cela nous laisse un mystère encore non résolu. Si nos machines modernes échouent, alors qu'avaient exactement les anciens que nous n'avons pas, nous imaginons des temples comme de la pierre nue, mais ce n'est pas la vérité. Pendant des années, les gens ont supposé que les temples égyptiens ressemblaient aux pyramides. Pleines, non colorées, juste des murs en pierre et des sculptures. C'était l'image enseignée dans les livres. C'était l'image répétée dans les musées. Mais les nouvelles études prouvent le contraire. Prenez le temple d'Edfu. Il a été presque perdu sous le sable du désert pendant des siècles. Lorsque les archéologues l'ont découvert, ils pensaient avoir trouvé un monument en pierre ordinaire. Mais la vérité était cachée. Des recherches récentes montrent des signes de couleur claire. Pas de traces faibles, mais des couches de décoration lumineuses. Feuilles d'or une fois couvertes des statues et des reliefs. Des draps minces pressés dans des motifs, brillants sous la lumière. Les murs portaient également de la peinture. Rouge, bleu, vert. Les pigments assez forts pour durer des milliers d'années. Une grande partie a disparu aujourd'hui. Mais la technologie a révélé ce que l'œil ne peut pas. Les analyses montrent des pigments invisibles à la vue normale. Le temple n'a jamais été gris. Il était vivant avec la couleur. Il y a plus. Les archéologues ont trouvé dipinti. Des graffitis simples décrits en encre. Prières rayées par les visiteurs ordinaires. Pas seulement les prêtres. Pas seulement des pharaons. Les gens de tous les jours aussi. Leurs paroles ont atteint des espaces sacrés. Ils ont demandé de l'aide. Ils ont laissé des noms. Ils ont écrit des lignes courtes qui ont survécu. Cela change la façon dont nous voyons ces endroits. Nous pensions qu'ils étaient silencieux, mais ils ont transporté des voix. Nous pensions qu'ils étaient simples, mais ils ont été décorés. Nous pensions qu'ils n'étaient que royaux, mais ils étaient aussi personnels. Voici la contradiction. Pendant des siècles, les experts ont affirmé que les temples étaient des obus en pierre, neutres, monumentales, rien de plus. Pourtant, les preuves prouvent le contraire. Ils étaient brillants. Ils étaient couverts d'or. Ils étaient remplis d'écritures, de prières et de vie. La question apparaît donc. Si nous avons mal compris quelque chose de si visible, qu'avons-nous manqué d'autre? Si la couleur a survécu mais que nous l'avons négligée, qu'en est-il des autres détails? Si Gold Leaf s'accroche toujours aux sculptures, combien a été effacé par le temps? L'histoire d'Edfu nous dit quelque chose d'important. L'histoire n'est jamais terminée. Ce que nous croyons aujourd'hui peut être annulé demain. Si les temples étaient mal compris depuis des siècles, qu'est-ce que nous nous sommes trompés d'autre à propos de l'Égypte? Même dans les lieux sacrés, les gens ont quitté leur écriture. Nous imaginons que les temples sont parfaits et intouchables. Des murs couverts uniquement de sculptures officielles.
relief des dieux, scène de Pharaon. Rien ajouté par les mains communes. Mais les découvertes prouvent le contraire. À l'intérieur du temple d'Edfu, les archéologues ont trouvé dipinti. Ce sont de petits écrits à l'encre. Ils ne sont pas sculptés. Ils sont écrits. Lignes simples. Faits rapidement. Faits par les visiteurs. Certains sont de courtes prières. Quelques mots demandant une protection. Une demande de santé. Un espoir pour la famille. D'autres ne sont que des noms. Une marque pour montrer j'étais d'ici. Pas des voix royales. Pas des voix d'élite. Gens ordinaires. Cela crée un contraste frappant. D'un côté des reliefs massifs de dieux et de rois. De l'autre côté rédaction fragile des humains ordinaires. Les sculptures en pierre racontent l'histoire officielle. Graffiti raconte l'histoire personnelle. L'un est formel. L'autre est intime. Cela ajoute du poids émotionnel. Parce que ces mots sont encore visibles. Un homme a écrit sa prière il y a 2000 ans. Et nous pouvons toujours le lire aujourd'hui. C'est une connexion humaine au fil des siècles. Nous considérons souvent les monuments comme éloignés, mais ces marques les rapprochent. Les anciens n'étaient pas silencieux. Ils ont parlé en marge. Certains experts traitent les graffitis comme décontractés, rayures aléatoires, sans importance par rapport au grand relief. Mais d'autres voient la valeur. Ils soutiennent que ce sont les voix les plus vraies, non filtrées par la propagande royale, non conçues pour impressionner, juste des expressions de croyances directes. Voici la contradiction. L'opinion officielle indique que les temples étaient sacrés et contrôlés. Seuls les prêtres étaient autorisés. Mais le graffiti montre le contraire. Les gens ont osé écrire dans les zones les plus sacrées. Ils ont apporté leurs paroles privées dans l'espace sacré. Cela défie l'ancienne image. Il ouvre également de nouvelles questions. Étaient-ce seulement des prières? Ou certaines lignes pourraient-elles avoir un sens caché? Message codé sous une forme simple. Nous ne pouvons pas être sûrs. Les écrits sont trop brefs. Le contexte est trop perdu. Mais la possibilité demeure. Était-ce juste des prières ou des messages codés que nous avons encore mal lus? Tenez-vous à côté d'eux et vous ressemblez à un insecte. Ce sont les colossi de même nom. 2 statues. Chacun sculpté à partir d'un seul bloc de pierre. Chacun pesant environ 720 tonnes. Chacun montant de 18 à 21 mètres de haut. Ils ont été construits en l'honneur de Pharaon Amenhotep, placé à l'entrée de son temple. L'échelle est difficile à ignorer. Un bloc. Peu de pièces ont rejoint. Pas de pièces plus petites rassemblées, juste une masse solide sculptée et transportée. La façon dont elle a été déplacée reste sans réponse. La façon dont elle a été soulevée reste sans réponse. La carrière n'était pas proche. La distance était longue. La logistique réduit toujours les ingénieurs modernes. Mais le poids et la taille ne sont qu'une partie de l'histoire. L'une des statues est devenue célèbre pour une autre raison. Cela a commencé à faire des sons. Un étrange bruit à l'aube. Comme un bourdonnement. Comme un cri. Les gens du monde antique ont écrit à ce sujet. Les voyageurs sont venus l'entendre. C'est devenu une merveille du monde antique. Pourquoi est-ce arrivé? Certains disent que cela a été causé par des dommages. Un puissant tremblement de terre a craqué la statue. Lorsque le soleil a réchauffé la pierre le matin, il s'est étendu. La fissure vibra. Le son a créé le son. Un processus naturel. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Certains croient que le son a été conçu, que les Égyptiens ont créé l'effet exprès, que c'était un spectacle planifié, une astuce acoustique pour inspirer la crainte, pas un accident de la nature, un design. C'est là que réside le désaccord. Était-ce un accident ou une technologie cachée? Les historiens soutiennent les deux côtés. Les experts conservateurs disent que ce n'était rien de plus qu'une expansion thermique. Les penseurs alternatifs disent que c'était trop parfait pour être un accident. Le débat se poursuit. Les statues restent silencieuses aujourd'hui. Les réparations ultérieures ont mis fin au son. Mais le mystère reste en vie. Pourquoi l'une des plus grandes statues au monde serait-elle également l'une des plus étranges? Était-ce une coïncidence ou une démonstration délibérée de connaissances que nous ne comprenons plus? S'il pouvait faire chanter des statues en pierre, que pourrait-il faire de la pierre? Dans Thèbes, une statue était si grande qu'elle s'est cassée. Ceci est le Ramessium Colossus. Il a été sculpté en l'honneur de Pharaon Ramsès II. Un seul bloc de pierre. Son poids était d'environ 1000 tonnes. Sa taille inégalée par presque toute autre chose du monde antique. La pierre ne venait pas de Thèbes. Il est venu d'Aswan. C'est à 1805 km de distance. Pourtant le bloc a été transporté. Pas en partie, pas en sections plus petites. Le poids total s'est déplacé comme un. Le voyage lui-même est encore inexpliqué. Aucune machine ancienne n'est connue qui pourrait le gérer. Comparez-le maintenant à aujourd'hui. Le Belaz 750, le plus lourd camion minier. Il pèse 810 tonnes. Il peut transporter 410 tonnes. C'est impressionnant.
mais ce serait toujours trop faible. Même avec 2 camions, le poids de la statue serait trop. Même nos grues luttent à cette échelle. Les Égyptiens ont réussi en quelque sorte. Mais la statue n'a pas duré. Aujourd'hui, il est cassé, brisé en morceaux. Il n'a pas résisté à l'épreuve du temps. Pourquoi? Qui reste débattu. Certains disent qu'il s'est effondré naturellement. Le poids pur a provoqué des fractures. Au fil des siècles, la pression l'a séparé. D'autres suggèrent que les tremblements de terre ont joué un rôle. Les tremblements dans la région peuvent l'avoir renversé. La force de la nature rencontre l'ambition humaine. Mais il y a une autre idée. Certains pensent qu'il a été délibérément détruit. Ses ennemis de Ramsès l'ont ciblé. Briser la statue était un moyen d'effacer son pouvoir. Une attaque non pas sur la pierre mais sur l'héritage. Les fragments que nous voyons ne sont pas seulement le résultat de la nature. Ils peuvent être le résultat de l'intention. Cela rend la statue unique. Un monument trop lourd pour bouger mais pas trop lourd à casser. C'était autrefois un symbole de force. Maintenant c'est un rappel des limites. Cela montre que les Égyptiens pourraient déplacer l'impossible. Mais même ils ne pouvaient garantir la survie. Le colosse cassé nous laisse des questions. Était-ce la nature? Était-ce du sabotage? Ou la taille elle-même était-elle sa chute? La nature l'a-t-elle détruite ou a-t-elle été brisée exprès? Chez Aswan, le plus gros obélisque réside toujours dans son berceau. Il n'a jamais été terminé. Mais même dans son état incomplet, il est inégalé. La longueur est de 42 mètres. Le poids est estimé à 1000 zétis éterminés. Il aurait été le plus grand obélisque jamais réalisé. La pierre repose dans la carrière, toujours attachée au fondement. Il a craqué pendant le travail. Ce seul défaut a mis fin au projet. Les Égyptiens l'ont abandonné. Ils sont partis. Mais ce qu'ils ont laissé suffit pour soulever des questions. L'échelle seule est au-delà de la croyance. Comment l'aurait-il soulevé? Comment l'aurait-il déplacé? Comment l'aurait-il mis en place? Même aujourd'hui, ces étapes semblent impossibles. Les grues de notre temps ne peuvent rêver qu'une telle tâche. L'obélisque nous dit également autre chose. Cela montre comment les Égyptiens fonctionnaient. Les coupes sont claires. La méthode semble simple mais efficace. Ils ont sculpté des canaux autour de la pierre. Ils l'ont façonné tout en étant couché à plat. La dernière étape aurait été de la libérer, puis transporter-le, puis soulever-le. Cette dernière partie reste le plus grand mystère. Des siècles plus tard, les Romains ont essayé d'utiliser la même carrière. Ils ont tenté de couper ou de déplacer le bloc massif. Ils ont échoué. Leurs outils n'étaient pas suffisants. Leur force ne correspondait pas. La pierre est restée. Cela crée une contradiction claire. Les Égyptiens ont préparé l'obélisque en toute confiance. Les Romains, avec leur réputation d'ingénierie, ne pouvaient pas. Alors qu'est-ce que cela signifie? Soit les Égyptiens avaient des techniques perdues dans le temps, ou ils tentaient quelque chose que même ils n'auraient pas pu réaliser. Le débat est ouvert. Les historiens ne sont pas d'accord. Certains disent que l'obélisque prouve un génie égyptien. D'autres disent que cela prouve que la dépassement humain. Nous ne le saurons jamais avec certitude. Mais l'image est puissante. Une pierre géante se trouvant où elle était sculptée. Un monument qui ne est jamais devenu un rappel de l'ambition et de l'échec. Si les Romains ne pouvaient pas, comment les Égyptiens ont-ils prévu? Certains disent des ciseaux et des cordes, d'autres disent quelque chose de plus. C'est le débat. Comment les Égyptiens ont-ils coupé, déplacé et soulevé des blocs qui pesaient des centaines de tonnes? La réponse traditionnelle est simple. Ciseaux en cuivre, marteau en pierre, sledge en bois, cordes, et des rampes construites en boue et en calcaire. Des milliers d'hommes se rassemblent. Progrès lent mais stable. Cette explication est acceptée dans la plupart des livres d'histoire. Il correspond à ce que nous savons des outils anciens. Il correspond à l'idée du travail humain à grande échelle. C'est logique, c'est simple mais ce n'est pas suffisant pour tout le monde. Il y a des problèmes. Le cuivre est doux. Le granit est dur. Couper le granit avec du cuivre semble peu probable à une si grande échelle. Des rampes de blocs de 1000 tonnes devraient être massives elles-mêmes. La logistique devient plus difficile à croire plus vous calculez. Certains disent que les chiffres ne fonctionnent pas. C'est là que les théories alternatives entrent. Certains suggèrent que les Égyptiens avaient des outils avancés, machines alimentées par des sources d'énergie perdues, techniques que nous ne comprenons plus. D'autres parlent de sciences oubliées, connaissances détruites par le temps. Des idées ont effacé lorsque les civilisations sont tombées. Les archéologues rejettent ces affirmations. Ils soutiennent qu'il n'y a aucune preuve de machine avancée, pas de fragments d'acier, pas de moteur, pas de piste. Juste du cuivre, de la pierre et de la corde. C'est ce qui a été trouvé. C'est à cela qu'ils ont confiance. Mais des voies alternatives pointent sur la pierre elle-même. Les coupes sont propres. Les lignes sont tranchantes. Certaines surfaces semblent avoir été façonnées avec des outils de précision. Trop droits, trop exacts.
Ils disent que les ciseaux de main-d'œuvre et de cuivre ne peuvent pas expliquer cette finition. La tension pousse ici. Les experts grand public disent des outils simples et une main-d'œuvre massive. Les penseurs alternatifs disent que la technologie perdue. Les deux parties tiennent fermement. Aucune des deux parties ne convainc l'autre. La preuve est ouverte à l'interprétation. Et le débat n'a aucune fin. Cela nous laisse avec une vérité inconfortable. Aucune explication unique ne satisfait toutes les preuves. Nous savons ce qui a été construit, mais nous ne savons pas exactement comment. S'ils n'avaient pas d'outils avancés, pourquoi les coupes ressemblent-elles à un fonctionnement de la machine? Comparons-les à nous. Aujourd'hui, nous avons des machines conçues pour le poids. Le Bella 757-10 est le plus grand camion minier au monde. C'est un monstre à chaque standard. Il pèse 810 tonnes seul. Il peut transporter 410 tonnes en une seule charge. Ensemble, c'est plus de 1200 tonnes qui roulent sur des roues. Ses pneus sont plus grands que la plupart des hommes. Sa cabine nécessite des escaliers pour grimper. Il a 2 moteurs. Il produit 700 sobres de stalles. Il peut déplacer des montagnes de roches. Il a l'air imbattable. Mais les chiffres s'exposent une limite. Même ce géant ne peut pas déplacer des pierres anciennes. Une statue de 1000 tonnes est trop. Un obélisque de 1170 tonnes dépasse sa charge. Le camion allait s'enfoncer l'absence sous le poids. Les essieux se briseraient. Les pneus ne tiendraient pas. Notre transporteur le plus fort est toujours en deçà. Pensez maintenant aux Égyptiens. Pas de camion. Aucune roue construite pour de telles charges. Pas de puissance. Juste la main-d'œuvre. Des dizaines de milliers de travailleurs. Cordes, sledges, rampes. Et pourtant, les pierres se sont déplacées. Des carrières. Sur de longues distances. Mettre debout en place. C'est la contradiction. La puissance moderne ne peut pas le faire. Mais l'ancienne main-d'œuvre l'a fait. Les mathématiques se rendent à l'envers. Nous devons être plus forts. Nous devrions être plus capables. Mais leur résultat se dresse et le nôtre trébuche. Certains experts soutiennent que l'échelle est trompeuse. Ils disent que nous pourrions déplacer ces pierres aujourd'hui, mais le coût serait trop élevé. Des grues spéciales pourraient être construites. Les transporteurs personnalisés pourraient être conçus. Mais ils admettent une chose, ce serait lent, ce serait complexe. Et cela nécessiterait une technologie qui n'existe pas encore en usage quotidien. La question demeure donc. Les Égyptiens savaient-ils quelque chose de simple que nous ignorons? Une astuce de physique, une méthode de levier, un moyen de réduire le poids sans machine? Ou ont-ils vraiment fonctionné avec des connaissances que nous n'avons plus? Les chiffres continuent de pointer le même écart. Notre plus grande tension de machines. Leurs méthodes anciennes réussissent. Les mathématiques ne correspondent pas. Et le mystère ne fait que grandir. Savait-il quelque chose que nous n'avons pas ou manquons-nous une simple astuce? Un côté dit génie, l'autre dit le mystère. Le fossé est clair. Les chercheurs ne peuvent pas être d'accord. Les preuves pointent dans deux directions. Et les deux parties revendiquent la vérité. Les historiens conservateurs tiennent la vue classique. Ils parlent de main-d'œuvre, des dizaines de milliers de travailleurs, cordes, sledges en bois, ciseaux en cuivre, et des rampes massives. À leur avis, rien de plus n'était nécessaire. Pas de science perdue, juste l'organisation et l'effort. La théorie est simple. Les travailleurs ont ébréché la pierre avec des outils en cuivre. Les équipes ont traîné des blocs sur des rampes. L'eau a été versée sur du sable pour réduire les frictions. Le processus était lent, mais cela a fonctionné. Ceci est l'explication que l'on trouve dans la plupart des manuels. Pourtant, beaucoup ne sont pas d'accord. Les penseurs alternatifs regardent les mêmes monuments et voient autre chose. Ils soutiennent que les coupes sont trop propres, les poids sont trop extrêmes, les distances sont trop longues. Ils croient que les Égyptiens ont utilisé la technologie perdue, méthodes effacées par le temps, outils que nous ne reconnaissons plus, connaissances que nous n'enseignons plus. Voici la contradiction. Le modèle conservateur explique certaines parties, mais pas toutes. Il fonctionne pour les petits blocs, mais pas pour le plus grand. Il s'adapte pour le calcaire, mais pas pour le granit. Le modèle alternatif comble les lacunes, mais manque de preuves. Il offre des revendications audacieuses, mais aucune preuve solide. Les deux positions ont des faiblesses. Les deux positions laissent des questions ouvertes. Le débat a duré des décennies. Chaque nouvelle découverte ajoute du carburant. Lorsque les archéologues trouvent des rampes, les conservateurs se sentent confirmés. Lorsque des coupes inhabituelles sont révélées, les alternatives se sentent soutenues. Les preuves semblent faire des allers-retours. Assez pour soutenir les deux. Assez pour affaiblir les deux. Alors que faisons-nous? Faisons-nous confiance à l'explication lente et régulière? Ou acceptons-nous la possibilité de perdre des connaissances?
Le fossé n'est pas seulement académique, cela façonne comment nous voyons l'histoire humaine. Les Égyptiens étaient-ils simplement forts et organisés, ou ont-ils été avancés d'une manière que nous ne pouvons pas expliquer? L'argument n'a pas de réponse finale. Les preuves sont trop flexibles. Le désaccord est trop profond. Lorsque les experts ne sont pas d'accord avec fortement, comment décidons-nous de ce qu'il faut croire? Les pierres sont silencieuses, mais les questions sont bruyantes. Nous avons commencé avec un mystère. Des pierres plus lourdes que les machines modernes peuvent soulever. Blocs sculptés, déplacés et élevés sans grue ni moteur. Une échelle qui nous confond toujours. En cours de route, nous avons vu des contradictions. Les temples pensaient être nus, mais une fois peints et couverts d'or. Les murs sacrés considérés comme silencieux, mais remplis de graffitis et de prières. Colossi qui a pleuré à l'aube, les experts se sont séparés. Une statue géante à Thèbes, trop lourde pour survivre. Un obélisque abandonné à Aswan, trop grand même pour Rome. Nous avons également fait face au débat. Les conservateurs disent la main-d'œuvre, les outils et les rampes. Les alternatives disent des connaissances perdues, des méthodes avancées, peut-être même une science inconnue. Les deux parties ont des preuves. Les deux côtés ont des défauts. Aucune des deux réponses ne semble complète. La vérité peut rester entre eux. Les Égyptiens étaient des génies de l'ingénierie. Ils maîtrisent l'organisation. Ils ont compris l'effet de levier, la friction et l'équilibre. Ils ont travaillé avec patience que nous pouvons à peine imaginer. Mais peut-être qu'ils ont également utilisé des techniques que nous n'avons pas redécouvertes. Des trucs simples de physique. Méthodes perdues dans le temps. Connaissances effacées dans l'histoire. L'histoire ne concerne pas seulement la technologie. Il s'agit également de l'ambition. Les humains atteignent toujours plus haut. Ils construisent plus gros. Ils testent leurs propres limites. Les Égyptiens ont poussé plus loin que la plupart. Parfois ils réussissaient. Parfois ils ont échoué. Le géant brisé à Thèbes le prouve. L'obélisque inachevé le prouve. La grandeur vit souvent côte à côte avec l'échec. Alors qu'apprenons-nous? Cet historique n'est pas fixé. Qu'est-ce que je pensais que nous connaissions les changements. Les murs en pierre autrefois appelés plaines révèlent la couleur. Les temples sacrés pensés autrefois que silencieux révélaient des voix humaines. Et les exploits autrefois rejetés comme impossibles restent debout devant nous. Les monuments gardent leur silence. Ils n'expliquent pas. Ils nous rappellent seulement nos limites. Ils nous obligent à remettre en question. Étaient-ils simplement des maîtres de la pierre, ou en savaient-ils plus que nous ne le pensons? Les réponses sont perdues, mais le défi demeure. Les monuments se tiennent, mais les réponses ont disparu. Et peut-être que c'est le plus grand mystère de tous.